signore e signori, stasera abbiamo come ospite il deputato Enrico Ciccone. C'est un honneur d'avoir avec nous Anthony Cavana à Coconut Podcast. C'est avec un grand plaisir, messieurs, dames, que nous accueillons à Coconut Podcast Ève Torres. C'est avec grande joie, honneur et respect que nous accueillons à Coconut Podcast Pascal Légitimus. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast le chef du NPD, Jagmeet Singh. C'est avec grand plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast aujourd'hui Samian. Merci beaucoup. Wow, belle introduction. Je suis vraiment impressionné de ton italien. Juste pour l'intro, ça a valu la peine de venir. Juste pour l'intro, c'est bon. Tutta una introduzione. J'avais envie d'applaudir. Merci Alain. Dis donc, si je savais que le tapis était aussi rouge que ça, c'est gentil, merci. Ça, c'est une introduction, mon gars. Quelle belle introduction, man. Oh my God, ça c'est toute une introduction. Boucan Diouf, Nagadef, Anthony, Fabrice, Juliana, Ève Torres, Pascal Légitimus. Comment vas-tu? Corneille, Amakuru Yanyu, Jagmeet, Statsri Akal, Tan Espanin, Michel, Mélissa, Madame la Véresse, Valérie Plante, comment ça va? Mais magnifique! Il parle en code! Il se parle en code! Ah ouais, pas la gueule! Je me sens joyeux avec ton introduction. Je suis impressionné. Ben, je vais bien. Ça va avec cet accueil chaleureux. Comment vas-tu avec cet accent que j'adore? Écoute, non, ça va très très bien. Waouh! Incroyable! Donc, je dois répondre et je dois dire ça passé. Je sais pas, il faut demander à mon psychiatre. Ben 100 fois mieux maintenant que j'ai eu cette belle introduction-là. Ça va bien. Oui, Yes. ça va bien. Ça roule. Une chose que tout le monde aura remarqué, quand il y a une véritable crise qui menace nos sociétés, l'argent, on la trouve, ok? Cette crise qui est biologique, qui est virologique, qui est une crise sanitaire, en fait, ça se greffe sur une crise planétaire qui est la crise écologique. Comme vous le savez, j'ai toujours le sujet tabou qui vient te poser des questions vraiment peut-être que tu n'aurais pas voulu oser. Moi, ma vraie passion, ça a toujours été de faire des documentaires. Ça a toujours été ça, la production, documentaire, puis tout ça. Cette citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour faire tomber tous les obstacles. Et j'y crois énormément. Il faut soutenir les auteurs, les écrivains du Québec. Moi, personnellement, j'aime beaucoup toucher des œuvres qui sont près de moi. Comme étant un jeune qui a grandi à Montréal-Nord, dans une communauté souvent qui est démonisée, même diabolisée, je trouve que c'est une opportunité pour moi de montrer un autre aspect de la vie de tous les jours. Mais pour moi, c'est important, comme je disais tantôt, de parler de personnes qu'on ne voit jamais dans nos écrans. Les choses en Haïti, je vais essayer d'aider, je vais essayer de changer qu'est-ce que je vois là-bas. Maintenant, on voit qu'il y a un éclatement partout à travers la planète. Et c'est le temps de se questionner sur la société. J'ai la chance que, par exemple, à Saint-Laurent, moi, j'ai plein d'entreprises là, qui sont virées de bord. Par exemple, CAE qui faisait aucun ventilateur. Après 11 jours, ils étaient capables de produire des ventilateurs. J'ai une autre entreprise qui partait sur les plexiglas pour les mettre pour protéger les caissières et caissiers. Oui, effectivement, notre endettement va augmenter. Mais au niveau du PIB, c'est encore jouable. On ne va pas tomber dans un pays, là, tout à coup au Canada, qui va être en situation de faillite. Ce ne sera pas le cas. Donc, je tiens à rassurer ici tout le monde. Une dette, ça se rembourse sur plusieurs années. Augmenter les impôts? Non. Google, Facebook, Netflix, qui, eux, vampirisent là, vraiment, surtout Google et Facebook, qui vampirisent les revenus publicitaires des journaux qui sont en train de mourir. Eux ne payent pas un sou d'impôt. Pourtant, ils font des milliards de profits. En ce moment, je lis un nouveau livre qui n'est pas encore sur les tablettes. C'est La femme qui rit de Brigitte Pilote qui va arriver le 15 mai au Québec. La littératie, ça nous ouvre des univers d'inspiration, mais aussi d'aspiration sociale. Comment t'en es venu à connaître Olivier Lejeune? Parce que c'est le premier Africain à vivre au Québec et au Canada de manière permanente, le premier esclave ici.
qui est arrivé en 1629 dans la ville de Québec. Et écoute, moi j'ai étudié en histoire, j'ai jamais vu cette histoire-là, j'ai jamais su qu'il y avait une présence africaine ici, dès l'époque de la Nouvelle-France, dès l'époque de Champlain même. Et donc, quand je suis tombé sur cette histoire-là, je me disais, pourquoi on n'en parle pas? Ben, tu sais, quand on se plaint toujours qu'on manque de temps, ben là, on en a plein du temps. J'essaie d'apprendre le Wolof aussi. Nanyadef. Magnifique. Rec. Mais en effet, quand je dis que je suis une personne optimiste, j'essaie de voir le bon côté des choses. Puis moi, ben, mes deux plus grands combats, si je peux dire, en politique, c'est d'abord l'indépendance du Québec, mais aussi toute la question de la confiance des citoyens envers les institutions politiques. Dans le contexte de crise, c'est sûr qu'on est porté à serrer les coudes puis à mettre la petite politique de côté. C'est quand on essaye juste de taper sur l'autre là, pour essayer de se remonter soi-même. Comment le mouvement souverainiste devrait-il faire pour aller chercher davantage de communautés culturelles? Mais moi, je pense que c'est avant tout une question d'un lien de confiance. On peut pas arriver avec des gens qu'on connaît pas tant, avec qui on n'a pas noué des liens, qu'on n'a pas intégré dans le projet, puis dire vous devriez adhérer à ça. Et moi, je crois beaucoup au concept de co-construction. On voit beaucoup des agriculteurs là, qui vont avoir un besoin de main-d'œuvre justement dans leur champ. Alors oui, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. D'abord, c'est une de nos universités bilingues qui était vraiment très important. J'ai fait mes études en anglais, je suis anglophone. Mais puis tu parles français aussi bien que ça? Bon, il faut remercier ma mère. Elle était vraiment, vraiment convaincue que c'était très important que ses enfants soient bilingues. Okay. Alors, j'ai fait une maîtrise, un autre diplôme aux États-Unis, à Princeton, Princeton University. Dans les affaires publiques. Après ça, j'ai retourné au Canada. Puis peut-être je suis en train de parler à la future première ministre du Canada. Écoute. J'espère que oui, hein. On va te souhaiter la meilleure des chances, à l'ami Paul. J'étais très chanceux parce que j'ai été formé jeune en français, ça aide beaucoup. Et puis, j'ai aussi fait mon barreau de l'Ontario en français. Mais, la chose la plus importante que j'ai faite, j'ai joué au hockey. J'adore le hockey, surtout dans les équipes à Gatineau, avec des gars de Gatineau, Aylmer, d'Ottawa. Et c'est là que j'ai vraiment appris le français. Développer, tu sais, le langage du vestiaire, là. C'est ça. Diversité canadienne, c'est essentiel. Okay. On n'est pas un parti qui est limité à une langue ou une culture. Et il faut que la vision de l'avenir soit assez attrayante pour que les jeunes Albertains disent « Ouais, on voit le plan, c'est crédible, ils vont mettre de l'argent là-dedans. Et puis un avenir dans le solaire, dans le géothermique, ils doivent voir ça dans l'aéolien. C'est vraiment important. On n'est pas des flyers, les Verts. On a un plan sérieux. On sait comment le mettre en place. Ça va prendre de l'argent, un investissement public, mais on va le faire. Je suis restée impliquée. On a lancé une fondation pour Haïti. Fondation Campé, avec Régine Chassaigne. Et la Fondation Campé, c'est, dans le fond, à un moment donné, on me suis posé la question, je me suis dit, j'aimerais ça contribuer à quelque chose qui est autre que local. Puis il n'y a pas une organisation j'avais différentes organisations, je me suis dit, on pourrait faire quelque chose de différent. Camper, parce que c'est cette fierté aussi d'être debout, d'être en possession de tes moyens, en contrôle. Quelles sont tes propositions pour les libéraux et pour tous les Québécois? On t'écoute. En fait, j'avais lancé le slogan « Bâtir demain ». Ouais. C'est quand même, ça va être ça aussi, hein, l'après-COVID. Ça va être aussi bâtir la suite des choses. Il y a des idées dont j'ai parlé qui vont être encore plus pertinentes. Le développement économique doit se faire avec des valeurs sociales fortes. On n'est jamais même plus fort que le plus faible de nos maillons. Alors, il faut que on soit capable de monter le niveau de jeu pour tout le monde. Quand je disais tout à l'heure que ça m'a beaucoup appris la première job que j'ai eue où j'étais plusieurs fois une minorité, mais le contact avec l'individu, il n'y a rien de mieux que ça, il n'y a rien de plus vrai que ça. Je pense que le défi qu'on a comme éducateurs, comme parents, comme les gens qui œuvrent dans la communauté, c'est de permettre aux jeunes de trouver sa voie. Le chemin qui va lui permettre de trouver sa voie, effectivement, c'est l'éducation. Maintenant, je me dis que l'éducation, c'est pas une course contre la montre. Chacun a son parcours. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que il faut, nous, dans l'environnement du jeune, de réunir les conditions pour qu'il se retrouve dans ce qu'il veut faire et qu'il constate que l'éducation, c'est un levier
pour pouvoir atteindre et pas se définir, mais devenir ce qu'il veut être comme être humain, comme citoyen. Ma femme, elle aussi, fait partie des anges du Québec à sa manière. Oui, elle est gynécologue, en fait, qui rend la jonglerie familiale encore plus difficile. Je dirais son rôle, mon rôle, c'est notre rôle, parce qu'on n'a pas le choix dans le contexte d'être une unité parentale. Qui que ce soit qui a des enfants, en fait, le sait. Ça prend de l'organisation. Tu as levé ta main pour répondre présent à cet appel fait par le premier ministre Legault. Donc, tu as été prêté main forte dans les CHSLD. Mais tu vois, ça a été une des plus belles expériences. Ça m'a ramené à ma belle naïveté du départ, un petit peu, de retrouver le contact avec les patients. Puis c'est ce que je vois chez mes collègues qui l'ont fait, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont répondu à l'appel. Mais le Bungalow Bluesman, c'est une initiative de ma femme, Caroline. Donc, avec les enfants, et on utilise ça un peu pour un peu égayer les gens de l'autre côté qui sont enfermés entre quatre murs. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer quand même. » À l'université Cheikh Anta Diop, effectivement, de cette expérience, voilà. Encore, avant de parler de moi, je suis content que des gens comme toi découvrent qui est Cheikh Anta Diop, parce que à quelque part, c'est vraiment un érudit qui s'est intéressé à tous ces sujets que tu viens d'évoquer. Et il a écrit un bouquin formidable, je pense, pour les gens qui veulent le découvrir, qui s'appelle Nation Nègre et Culture. Moi, l'Université de Dakar, c'était un pôle d'excellence, moi, quand j'ai quitté l'Université de Dakar en 1990. Okay. Qui dit dans une seule cuillerée d'eau de mer, vous avez autant de virus que la population européenne au complet. C'était une façon de montrer que les virus étaient peut-être la forme de créatures, des êtres, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas des entités biologiques parmi les plus représentées dans la biosphère. Il y a les gens qui avaient l'art de la parole, ceux qui pouvaient prendre la parole et vraiment là aller chercher les gens, ou soit les faire rire, ou aller chercher des émotions, les toucher leur cœur, ou stimuler leur intellect, m'ont toujours passionné. Comme disait mon grand-père, bien avant les médicaments et les docteurs, l'humain restera toujours le meilleur remède pour son prochain. Je voulais dire aux gens, c'est des fois on dit on est à la page, mais moi je dis on peut bien être à la page, mais si on veut comprendre toute l'histoire, mieux vaut avoir lu celle qui précède avant d'écrire celle qui suit. Il faut juste voir à quel point les nations occidentales ont été pris les culottes à terre avec ce virus. Mon grand-père disait, quand les Européens sont arrivés chez nous en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont ensuite demandé de prier les yeux fermés. Quand on a ouvert les yeux, ils avaient les terres, on avait la Bible. Et pour moi, la justice sociale est absolument importante pour la justice environnementale. Qu'est-ce que tu en penses de la loi sur les Indiens? Alors, c'est raciste, ça parle différemment des gens. En tant que première ministre du Canada, Amita, il y a une possibilité. À quel Canada devrait-on s'attendre, Amita Kotna? Avec moi, comme première ministre, on va voir une nation juste, équitable, stable, crédible, respectée, unie et largement autosuffisante. Et aussi définitivement décolonisée, où tout le monde a ses droits protégés et nous concentrons sur atteindre bien-être pour tout et sans être contrôlant ou autoritaire. Est-ce qu'on risque de te voir peut-être en politique haïtienne? Est-ce que nous avons chance pour nous Bello comme président? Je peux être politique sans être dans la politique. Ben oui. Et donc, j'ai travaillé avec pas mal d'organisations, dont UNICEF, et je suis ambassadeur de World Vision. C'est ça. Voilà, on n'a pas besoin de tout le monde dans la politique. Il faut des gens qui restent dans le social aussi. Et moi, je suis dans le social et je suis bien, je fais bien mon travail. On reste fort, qu'on suit les consignes et qu'ensemble, on peut vaincre le coronavirus. Et que vive l'amour, vive le partage. Et la communication, c'est important. J'ai fait beaucoup de doublages en 20 ans en Europe. J'en ai fait beaucoup. J'ai commencé, en fait, le premier doublage que j'ai fait, c'était ici, Mulan. J'ai toujours chanté dans mes spectacles. J'ai chanté souvent sur scène avec d'autres artistes, dans des émissions de télé, dans des trucs comme ça. C'est un rêve que je chérissais depuis 30 ans, depuis mes débuts. Et à chaque fois, je repoussais le projet parce que je fais beaucoup de choses en humour. Je suis arrivé en Europe et mais non, faut pas mélanger les choses. Les gens vont pas comprendre. J'ai quand même fait, il y a 15 ans, un album, mais qui était rattaché à un spectacle en France. Donc,
Et j'ai failli mourir il y a 2 ans. Et puis en sortant de cette expérience-là, j'ai fait, OK, qu'est-ce qu'il y a sur la bucket list? Qu'est-ce que j'ai pas encore réalisé? C'est ça, let's go. Ça, c'est dans le sommet de la liste. C'est un des trucs qui est au sommet. On fait ça, je me dis, je vais avoir 50 ans. À 50 ans, il faut que je commence, il faut que je sorte mon premier projet. Fais quelque chose qui te passionne, tu n'auras jamais l'impression de travailler une seule journée de ta vie. Tu trouves quelque chose qui te passionne, tu le fais, et tu le fais bien, et tu auras du succès. Puis après, avec le succès, viendra l'argent et la notoriété. Ça, c'est secondaire. Mais il faut que tu aimes ce que tu fais. J'ai parti un centre de recherche à Sherbrooke. Au début, il y avait moi, une secrétaire, une infirmière. Mais maintenant, il y a 35-40 chercheurs dans ce centre-là. Et quand les instituts de recherche en santé du Canada ont été créés, on m'a demandé de diriger celui sur le vieillissement que j'ai donc fondé. La crise actuelle, elle résulte de 2 choses. D'une part, on a négligé les CHSLD, tant du point de vue financier que du point de vue des ressources humaines, des médecins, des infirmières, du personnel qui travaille comme préposé. Parce qu'il faut financer les soins à domicile. Il faut que nos parents, nos grands-parents puissent rester à la maison et être assurés de recevoir les services dont ils ont besoin. Puis c'est une responsabilité collective, ça. J'espère que mon travail peut servir, peut-être de modèle. Peut-être de modèle. Je vais pas comme dire autre chose, de modèle ou d'inspiration. Je pense que je suis un peu en rejet d'être vu comme un super-héros ou quelque chose. Tu sais, je suis là-dedans parce que je crois vraiment que tous les jeunes ont un pouvoir en eux qui peuvent. Tu sais, fait que je suis là-dedans. Tu sais, fait que c'est comme si quelqu'un fait lui, voici qu'est-ce qu'il fait, puis c'est nice, c'est cool. Ce que je trouve encore plus nice, c'est que la personne se voit, puis je pense aux jeunes entre autres, qui se disent OK, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ton podcast, ça paraît que t'es préparé. Tu sais, je te l'ai dit, j'ai rarement, puis je te le dis, en fait, pas rarement, j'ai jamais eu une conversation avec quelqu'un aussi préparé que toi dans une entrevue. Est-ce que je peux te parler d'un projet fou? Vas-y donc, ouais. L'enfouissement du métropolitain, de la métropolitaine. Avec le parc où... toi, tu dis enfouissement, mais il y en a qui disaient, oui, c'est vrai, il parlait même de faire un parc là-dessus. Oui, mais le truc, c'est que on pourrait utiliser le haut, un peu comme le High Line à New York, faire des jardins. Mais l'idée, c'est d'enlever les voitures du haut. Et le deuxième, de voir la carrière Francon complètement redéveloppée pour que ça ne soit plus une fracture urbaine dans le quartier de Saint-Michel, mais plutôt vraiment quelque chose qui va pouvoir unifier et permettre à la communauté de grandir. Si tu avais des recommandations de lecture, écoute, je sais que tu es une grande lectrice. Mais là, je vais en plugger, mais oui, je suis Vas-y donc. Alors, j'ai Garcia Marquez. J'ai Edwige Dantica que j'adore. Il y a beaucoup de gens de la diversité qui sont au Parti québécois, mais on ne les voit pas. Là, moi, je veux qu'on leur donne un rôle pour que partout, publiquement, les gens puissent les voir et qu'ils arrêtent de dire que nous sommes juste le parti des Québécois qui sont dans les régions, alors qu'on est le parti aussi des Québécois qui sont à Montréal, des Québécois qui sont de toutes origines, des Québécois qui sont jeunes. On fait de la politique pour qui? On fait de la politique pour les gens. Donc, justement, c'est en partant de la base, c'est en partant du terrain qu'on se nourrit et la politique se met au service des gens et pas l'inverse. Et c'est me mettre au service de la population et mettre toutes mes connaissances de terrain. Et je pense que c'est comme ça, donc c'est pour ça que je parle d'un mix des deux. Il ne devrait pas y avoir le si grand écart que l'on retrouve actuellement entre le politique et les décisions et entre ce qui se passe dans la vraie vie des gens. Encourageons les médias alternatifs qui aussi ouvrent à un plus large public, panel d'invités qui donnent la parole à ceux qui l'ont moins. Oui. Tu dois avoir un masque pas trop loin, là. En fait, c'était... oui, en fait, j'en ai un ici. Celui-là vient du théâtre Topeng. C'est un masque balinet, il est en bois. Wow. Et c'est pour te montrer un peu, à l'époque, les acteurs faisaient leurs masques eux-mêmes. Donc, moi, j'ai appris à faire ça à Venise. J'espère qu'en tant qu'humain, on va savoir prendre soin de la Terre parce que je pense que c'est un appel criant de la Terre. Tout ce qui nous arrive, tu sais. Je pense qu'il faut prendre soin de notre maison, puis polluer moins, respecter les animaux, puis voilà. Mais moi, j'ai eu le malheur d'être le plus médiatisé de la famille pour des raisons que j'ignore. Non, mais le talent, le travail, le talent quand même. Oui, mais Pascal, c'est peut-être aussi un peu la chance, mais je sais que j'ai beaucoup de cousins qui ont du talent. Mais c'est la chance et puis le travail, je pense. Beaucoup de travail. Et j'ai commencé très, très jeune. J'ai commencé à l'âge de 10 ans.
10 ans, donc j'ai baigné là-dedans. Et puis, j'ai continué. Et puis, cette troupe s'est formée. Et du coup, j'ai rencontré Didier Bourdon, Bernard Campan. Et on s'est retrouvés au Théâtre de Bouvard et on a créé Les Inconnus en 85, exactement. 85. Grosse émission. Et c'est vrai que Les Inconnus, nous, on nous compare un peu comme Les Belles Oreilles, c'est ça? Ouais, Rock et Belles Oreilles, ici, via Lepage. Ouais, voilà. Il y avait Henri Salvador, qui a quand même fait quelques films, et qui était surtout chanteur, mais qui m'a avoué qu'il aurait aimé faire du cinéma et qu'il n'a jamais pu parce qu'il y avait toujours devant lui un Bourvil, un Fernandel, et on lui disait, ou un Louis de Funès, on disait, toi, t'es trop, ça va être compliqué. Donc déjà à l'époque, et c'est pour ça que moi je me suis beaucoup battu pour travailler beaucoup plus, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de freins pour travailler à cause de ma couleur de peau, et c'est ça qui m'a donné la niaque. La place des Noirs au niveau du paysage télévisuel, visuel, voilà. Il y a beaucoup de problèmes toujours, parce que la France n'est pas représentée tout à fait sur les médias français. Ça commence, il y a du plus, il y a de l'amélioration, mais il y a encore beaucoup de colloques et de réunions pour essayer de se battre pour qu'il y ait plus d'Arabes, d'handicapés même, de gens des acteurs qui sont même aveugles. Enfin, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, des gens pas forcément de couleur, mais qui sont pas forcément blancs, qui représentent simplement la société française. Je suis arrivé ici l'été 97. Pour moi, Montréal, c'était pas le paradis, mais c'était proche de ça. C'est quoi ce pays de non seulement d'ouverture, les festivals un petit peu partout. Je me suis fait des amis très, très vite. J'ai été très vite intégré à la communauté haïtienne. Ça a été mon adaptation la plus smooth, la plus cool ever. Hein. Parce que la culture noire, elle est assez dominante, en tout cas, si on va parler de culture pop. Je me considère vraiment comme un artiste francophone. Ouais, c'est parce qu'on vient de loin, parce que c'est une chanson qui m'a échappé, qui n'est plus la mienne. C'est une chanson, qui me lie au monde francophone, peut-être même au-delà. Pour tout auteur-compositeur, c'est un cadeau, ça. Alors, moi, faut dire, je suis la fille d'immigrante. Mes deux parents sont venus au Canada. La communauté grecque là-bas, c'est une communauté qui est très vive. C'est quelque chose de spécial, mais en fait, j'aime tout à Montréal. Apprendre une autre langue, pour moi, c'est quelque chose c'est pas superficiel, c'est quelque chose que je considère extrêmement important. La grande majorité de notre comté vit dans des conditions de tiers-monde. Les Premières Nations chez nous vivent dans des conditions de vie. La grande majorité de ces Premières Nations, des conditions qui sont choquantes pour un pays aussi riche que le Canada. Moi, je la vois là, la solution. Hein? Tu sais, dans l'échange, dans le dialogue. Comprendre, ça veut pas dire accepter. Hein? Faut juste être capable de se parler, de comprendre nos différences, de comprendre qu'il n'y a pas personne de pareil. On peut pas dire que tous les Québécois sont pareils. On peut pas dire que tous les Latinos sont pareils. On est tellement complexe comme être humain. La diversité, elle est partout. Oui, on est des êtres grégaires. Okay. C'est-à-dire qui aiment vivre ensemble. Donc, avec le confinement, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu ce qu'on avait de plus précieux comme société, c'est-à-dire là, nos échanges, nos rapports quotidiens avec nos amis, nos collègues de travail, notre famille. Je me débrouille vraiment mieux en espagnol qu'en créole, par contre. Ok, está bien, bueno. Sí, claro. Podemos hablar en español, si no hay problema. Sí, creo que no es una buena idea, porque no puedo decir todo lo que quiero. En espagnol, si, entiendo. Bueno, voilà. Lorsque vous voyez que les reines de la ville vous sont remises, quel est votre feeling à ce moment? Je pense que la décharge, le premier sentiment, c'était une décharge de fierté. Puis aussi de ressentir un grand honneur que les Montréalais, Montréalaises aient décidé de me faire confiance alors que je suis assez nouvelle. Je vois grand, mais je vois beaucoup, j'amène cet aspect de verdure et de préservation et de faire des legs verts, des legs écologiques pour les prochaines générations, donc le Parc de l'Ouest. Et on travaille fort pour que l'Est ne soit pas en reste. Tous les derniers espaces verts, il faut les conserver. Les autoroutes de vélo sécuritaires, puis l'idée, c'est d'encourager des gens qui, peut-être qu'avant, se sentaient pas en sécurité de faire du vélo à Montréal. Ça peut être même être des familles. Puis que là, parce qu'il y a un aménagement qui est pour eux,
On dirait, aujourd'hui, on prend pas la voiture ou on va aller se promener puis on prend le vélo. En fait, c'est qu'il y a 2 tronçons. Il y en a un qui part de Montréal-Nord au centre-ville. Et celui-là, moi, je continue de dire qu'il faut le faire en métro. Parce que ça va être plus facile. Mais le bout du centre-ville jusqu'à la Chine, lui, on va le faire en tramway. Ou en tout cas, en surface. Je vais pas lâcher parce que on a absolument besoin d'offrir du transport collectif efficace et rapide dans un coin de la ville où il y a énormément de densité, donc beaucoup de monde, puis où est-ce que les moyens de transport sont déficients dans ce coin-là. La force de Montréal, c'est cette diversité, cette mixité sociale, économique et culturelle. Mais pour y arriver, faut pas juste le dire, il faut de l'habitation abordable, sociale, des logements familiaux aussi. Parce que si on fait juste construire des petits appartements d'une chambre à coucher de, 900 pieds carrés, on gardera pas les familles à Montréal. Quand j'ai gagné la mairie, c'est une des choses qui pour moi était, je dirais pas un bémol, mais une déception de pas avoir réussi à ce qu'il y ait plus de personnes issues de la diversité qui remportent. Parce qu'au niveau des candidats et candidates, il y en avait beaucoup. Mais comme vous venez de dire, après ça, c'est à quel endroit? Alors évidemment, c'est une stratégie sur laquelle on travaille très fort et j'ai hâte aux prochaines élections municipales également parce que c'est mon souhait profond. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réfléchir à quel type de police est-ce que l'on veut? Quelle est la police du futur? Est-ce qu'elle est plus militaire? Est-ce qu'elle est plus pacifique, un peu comme le modèle anglais? Est-ce qu'on veut mettre plus d'argent dans les organismes communautaires? Est-ce qu'on veut faire des collaborations? Moi, il y a plein de choses que je pense qui sont possibles. Le français, pour moi, c'était un travail d'amour. Effectivement, c'était... le cas que quand j'étais je pense que sixième classe, que j'ai tombé en amour avec la langue française. Et puis, c'était 8e, mon enseignante à l'époque, elle a dit que si vous voulez vraiment avancer votre français, vous devez écouter les chansons, vous devez écouter les émissions et tout ça. Et j'ai dit, je veux acheter des cassettes de français. Et il me suggérait quelques cassettes. Donc, j'ai acheté un de Rock Voisine. L'autre, c'était de Patrick Bourrel. Donc, j'ai écouté les chansons tout le temps. Donc, oui. Donc, c'était ce moment que j'ai décidé vraiment de prendre l'effort, de faire l'effort d'apprendre le français. Et effectivement, j'ai jamais habité dans une ville francophone. J'ai jamais pris des cours d'immersion. Premièrement, ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, ça a touché le cœur des gens. Ça a brisé le cœur de voir un être humain tué dans une manière de complètement manque de respect, manque de dignité pour la valeur de sa vie. C'était pour une bonne raison que beaucoup de monde, après qu'ils ont vu ça, ils ont dit que ça suffit. C'est fini le temps des belles paroles, c'est fini le temps des belles gestes. C'est le moment pour les actions concrètes. Donc, le bénévolat, c'est vraiment quelque chose que on apprend depuis qu'on est jeune. Que c'est une responsabilité sociale, une responsabilité spirituelle d'aider les autres autour de nous. Et de les aider sans avoir l'appréciation, sans avoir la reconnaissance. On le fait parce que c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la société. J'étais impressionné pendant cette pandémie de le fait qu'il y a cet esprit entre les gens d'aider les autres. Mais je suis au Québec depuis 30 ans, tabarnouche. 30 ans? Ça fait 30 ans que je suis au Québec. 30 ans, je suis en Québécois, Moulolo. Il y a beaucoup de numéros de moi de Juste pour rire, des galas que j'ai fait. Rien ne m'appartient. J'étais naïf, j'ai signé everything. Ils ont tout pris. C'est comment, à un moment donné, tu piques une crise. Tu vois ce que je veux dire? OK, là, ça expliquerait... OK. Rien, aucun sou, là. Tu comprends? Quand tu as eu cette période de détresse psychologique, quelle a été la réaction du milieu dans lequel tu travaillais? Quelle a été la réaction de tes fans? Commençons par le milieu. Ma mère m'a dit, hey, mais il me semble que des gens de ton milieu devraient te venir en aide. Je dis, maman, nous sommes comme de la course Formule 1.
Si ton char se pète, les autres continuent, tu comprends? C'est traiter ton char, ton problème. Tu vois, j'étais rendu un pilote sans char, tu comprends? Mourakoze. Merci en pile. On ignore, mais bon, Wapikoni-Awashish, pour faire un petit résumé, cette route-là, elle est hyper dangereuse pour la plupart des gens, et il y a des camionneurs dans cette région-là qui frappaient volontairement les Premières Nations. Donc, il y a des gens qui l'ont baptisé le chemin de croix à cause de ça, parce que tout le long de la route, en s'en allant vers Wemotaci, il y a plusieurs croix, et volontairement, on entendait dans les CB des communications, et quand ils savaient que c'était des Autochtones qui étaient sur la route, il y avait des face-à-face avec des poids lourds. Donc, Wapikoni est décédé de façon tragique comme ça. Et Manon Barbeau a nommé Wapikoni la roulotte ambulante qui se promène dans les communautés autochtones pour donner une voix aux Autochtones. Et c'est comme ça que le projet est né. On connaît très mal l'histoire de notre pays, comme on connaît très mal l'histoire des Afro-Américains, des communautés noires, des communautés autochtones. C'est toujours passé un peu inaperçu. Et en ce moment, ce qui se passe en 2020, c'est à notre tour de prendre la parole et de raconter notre histoire. Je suis née de 2 cultures, ce qui veut dire ma mère est Innu, mon père est québécois. On est un peuple qui va penser communautaire. Les aînés, pour nous, c'est vraiment la connaissance, l'expérience, la transmission des savoirs. Il y a une grosse crise identitaire, OK, avec la façon contemporaine, les impacts du colonialisme. On est rendu, je pense, dans un momentum, on ne peut plus reculer. Les gouvernements n'ont plus le choix. Ils doivent vraiment travailler ce racisme systémique. Chinash Kumitin. On dit Yamé quand on dit au revoir, Yamé. Merci, Yamé. T'as l'espagnol. Neminepuan. Chinash Kumitin, Ben moi, j'utilise le terme communauté parce que déjà, à cause que mon père, à moi, est québécois, on pouvait pas vivre sur la partie de la communauté qui était la réserve. On habitait à l'extérieur, de l'autre côté de la 138 qui séparait la communauté en deux. Il y avait ce qu'on appelait le village des Blancs, la partie des Blancs, puis le côté qui est la réserve. On a fait la ségrégation de l'époque qui est encore justement... c'est encore une loi qui existe aujourd'hui. Dans la nation Innu, quand même, c'était un mélange des pratiques traditionnelles. Cependant, les croyances des Innu fitaient bien avec le christianisme, le créateur, tout ça. Mais je pense qu'avec la révélation des pensionnats, avec les témoignages que beaucoup de gens qui sont sortis des pensionnats ont donné, tu as vu aussi un très grand rejet de la religion catholique. Merci beaucoup, Coconut Podcast. Je veux tout de suite débuter par te dire félicitations, super belle initiative. Olivier, que je sais qui est derrière la caméra, qui est technicien, écoute, j'ai eu la chance de le voir. Félicitations encore une fois parce que tu apportes du bonheur. Tu m'as apporté aujourd'hui ce bonheur. Continue ton chemin. J'aimerais te remercier, Alain Jo, pour cette invitation, puis remercier aussi le Coconut Podcast. Merci beaucoup à Coconut Podcast et tous les gens qui essayent de créer des podcasts, du divertissement, des informations, parce que c'est nécessaire. On se sent seul, puis merci de briser cet isolement-là. Fait que merci de le faire. Un gros merci à Coconut Podcast. Je veux dire peace à Coconut Podcast. Merci de l'invitation, puis on se revoit soon. Merci beaucoup à Olivier, merci beaucoup à toi Alain Jo, continue à faire un bon travail, merci encore une fois et puis à la prochaine quoi. Merci pour cette belle invitation, je trouve ça vraiment formidable. De m'avoir invité, merci énormément, j'apprécie beaucoup ton invitation. Je veux vraiment vous remercier à Coconut pour tout ce que vous faites, le programme que vous faites est fantastique et j'espère revenir. Coconut Podcast, je trouve que c'est vraiment extraordinaire que tu as démarré ce projet-là dans le cours de Chantal, dans un cours de didactique, puis que tu as décidé de le poursuivre là, pendant le confinement. Je trouve que c'est vraiment intéressant. L'émission est intéressante. Félicitations. Beaucoup d'honneur en me disant que, bon, je suis le modèle, mais moi, je peux te dire bravo pour l'initiative que tu as prise. Et à rebours, je sais que tu le fais déjà actuellement. Peut-être que les gens ne savent pas, mais tu es déjà enseignant. Je suis convaincu qu'à ta façon, tu commences déjà à marquer la société, ton environnement. Et qui sait, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui vas me remplacer.
Ben, merci beaucoup à Coconut Podcast. Vraiment, Alain Joe, je te remercie de cette initiative de Coconut Podcast que tu as eu vraiment cette idée de faire pendant la quarantaine et cette pandémie de COVID. Alors, franchement, tu mets de la vie et du piquant dans notre quotidien. Alors, merci de ce que tu grazie mille. Piacere. Donc, prendre ce genre d'initiative, et puis je pense que c'est de ça dont on a besoin, avoir une espèce d'émancipation par rapport à tout ce qu'on nous met, cadrer, mouler, répondre aux attentes. Donc, c'est ça, je pense que ton show permet, c'est une forme d'émancipation. Alors, merci beaucoup. Corneille Murakoze, merci. Ce fut un immense plaisir de t'avoir à Coconut Podcast. Prends soin de la petite famille, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et on t'attend sur les scènes aussitôt qu'il y a un déconfinement. Merci beaucoup, Alain. Mais merci à toi, Alain, tu nous rassembles, tu nous fais penser. Je pense que tu nous inspires de toujours nous battre pour un meilleur, non seulement lendemain, mais un meilleur aujourd'hui. Remerciement, vive Coconut Podcast, vraiment. C'est ce qui vaut la peine d'être vécu, parce que ça m'a permis de m'exprimer. Anthony vient de faire ma journée. Merci. Alain Joe Coconut Podcast Power, baby. Yeah. Je me dois de remercier l'équipe de Coconut Podcast. 12 épisodes, 48 invités. Dans un premier temps, on se doit de remercier le producteur, réalisateur de l'émission, Olivier Lavoie-Laroche. Un travail, mais vraiment de moine. On fera une entrevue avec lui. On se doit de remercier également nos nombreux collaborateurs et collaboratrices. Une mention spéciale pour leur soutien indéfectible. Je me dois de remercier Yannick Nguema, également Yul Desroses. On se doit de remercier également Stéphane Villejoin, Luc Enoch, tous ceux qui ont été avec nous à travers cette aventure. Puis nos amis qui sont dans les CHSLD, je sais que vous nous regardez. On vous dit un gros merci. Lâchez pas. Et messieurs, dames, comme je vous dis si bien, on se voit sur les ondes de Coconut Podcast. Merci!